pour démarrer, si je comprends bien la présentation du labo et du LabSem, voilà, donc en introduction, merci encore à cette organisation de séminaire. Et du coup, par rapport au précédent, là, on va aller dans le sud-ouest, hein. Donc, j'ai retrouvé une petite affiche il y a quelques années où tous les partenaires, on avait fait un petit séminaire justement en présentiel, voilà, dans le sud-ouest. Donc, pour déjà vous voir visuellement où est-ce qu'on est. Donc, aujourd'hui, l'activité de recherche, elle se situe sur deux sites, hein, un site universitaire de Toulouse qui est donc l'IUT Ouchy-en-Post et le LabSem, le laboratoire. Et j'ai rejoint, ou disons, on a fait une collaboration scientifique avec des conventions de rattachement avec le laboratoire SIAM de l'Université de Pau, qui est à 50 km. Alors, il faut savoir que Tarbes, je suis Midi-Pyrénées-Occitanie maintenant. Eux, c'est Nouvelle-Aquitaine, mais on est à 50 km. En fait, on est à côté. Voilà. Donc déjà, en 2012, on commençait vraiment à vouloir travailler ensemble. Donc du coup, sur ma présentation, je vais commencer par le LabSem, puis je vous parlerai un peu rapidement, je suis désolé pour mes collègues de Pau, un peu de ce qu'ils font à Pau, hein, voilà. Donc le labo, l'activité SEM, moi je l'ai démarré dès l'IUT, hein, tout de suite, on a pu monter voilà, une équipe de recherche, bon, qui s'est un peu dispersée au fil des structurations. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est une plateforme propre à l'IUT, hein, voilà, vous avez une photo, elle doit être ancienne aussi, mais bon, qui est équipée de pratiquement pas mal de matériel autour de la CEM des circuits électroniques. Voilà, donc c'est une salle qui a trois missions en fait, pour les actions de recherche, hein, notamment les encadrements doctoraux ou les contrats de recherche qu'on a avec l'industriel, mais également un peu situé sur les UT, tout doucement avec mon statut d'enseignant-chercheur et je dirais mon intérêt pour la SEM aussi, de faire de l'enseignement à tous les niveaux, hein, du bac+2 jusqu'au master. Voilà, donc la plateforme, vous la voyez un peu, il y a du matériel conséquent, mais il est équipé en poste, on va dire, de TP ou d'expérimentation sur lequel les gens peuvent se former, s'initier, se former et faire des choses, même un peu avec des appareils un peu, voilà, qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Voilà, donc ça c'est un peu tout l'équipement qui a été construit. Globalement, ce qu'on a voulu couvrir, ce que j'ai voulu couvrir au fur et à mesure des années, c'est de pouvoir travailler, on va dire, dans tous les, comment dire, les travaux de la CEM qui sont la mesure des émissions en conduit en rayonné et la mesure de l'immunité. Donc il y a pratiquement toute la gamme d'appareillage pour parcourir tout ça, toutes les cas de figure de la CEM, avec donc pour les émissions jusqu'en rayonné, des mesures pouvant aller jusqu'à une quinzaine de gigahertz, voilà, et pour l'immunité jusqu'à 6 gigahertz avec les générateurs que l'on a, surtout en harmonique, et également des sources de pulsés, pistolets électrostatiques, etc. Voilà, donc tout ça est architecturé, donc pour pouvoir avoir, quel que soit je dirais, le besoin de formation ou technique ou de recherche, de pouvoir éventuellement utiliser ou mettre en œuvre cet appareillage. Voilà, on a aussi, j'ai une cellule GTEM, hein, donc pas de chambre parce que bon, c'est pas, je dirais, par rapport à la taille des objets qu'on teste, on est plutôt sur le composant et le PCB. C'est un peu lourd comme équipement et puis c'est lourd à entretenir, à acheter. Voilà, donc les cellules GTEM et TEM, comme vous voyez là, sont assez efficaces pour des mesures assez correctes sur la CEM. Voilà. Alors, ce qui est spécifique un peu au fur et à mesure de la construction de cette plateforme, c'est des démonstrateurs, hein, soit à l'occasion de thèses, voilà, des démonstrateurs sur des PCB, des prototypes qui ont permis de faire avancer pas mal de choses, et également le travail sur les systèmes mobiles, donc avec des robots pour voir un peu toute l'interaction entre les parties de puissance qui aident à la mobilité, à la gestion de ces objets, mais aussi toute la partie commande. Voilà. Ce qui est spécifique et ce qui a été développé, c'est trois bancs qui sont vraiment particuliers à la plateforme là, en France et même
un peu dans le monde, puisque depuis les années 2005, on est parti vraiment sur du multiphysique CEM. Donc, vous avez un banc de scan qui permet de faire des mesures d'émission et d'immunité en champ proche, avec des paramètres de température extérieure imposés et mesurés. Voilà, donc des mesures assez complexes, mais tout est opérationnel. Et également, le deuxième banc, c'est de faire les mêmes mesures, mais avec des cellules TEM. Voilà, donc on a l'équipement CEM et tout le pilotage de cette manip avec beaucoup de paramètres qui sont opérationnels. Et puis un troisième banc qui a été construit il y a quelques années et qui est en cours de validation, c'est un module de test de l'efficacité de blindage dans des structures, qu'elles soient solides ou liquides. Voilà, donc vous avez une sorte de cellule qui guide le champ. Et au milieu, vous avez tout un système dans lequel on peut même faire sous vide, ou voilà, donc on peut tester les effets. Voilà, donc les 3 bancs spécifiques. Là, rapidement, comme je vous l'ai dit, il y a également une mission de faire des formations expérimentales ou sur logiciel, hein, sur la CEM. Voilà, donc il y a aujourd'hui un catalogue une trentaine de TP. Il y a 12 postes qui peuvent être faits en même temps dans la salle. Voilà, et je couvre un peu, voilà, dans les programmes pédagogiques ou de TP, je couvre un peu toutes les cases que vous avez là, émission, immunité, voilà, intégrité du signal. Donc on peut faire tout un tas d'expériences séquencées. Voilà là où j'interviens, donc bien sûr DUT G2I, et notamment je vais parler du rapprochement avec Pau. Les étudiants de master du master de Pau, de G2I de Pau, viennent faire des TP, c'est prévu dans les cours sur la plateforme. Voilà. Et je travaille aussi avec des cours sur des écoles d'ingénieurs à Toulouse. Alors, je vais rapidement décrire un peu ma collaboration avec avec le labo SIAM de l'UPPA. Voilà, donc je vous présente rapidement. Donc je suis aujourd'hui depuis 2018. Je suis toujours UPS, mais donc il y a une convention de rattachement avec ce labo et avec l'équipe PHT puissance pulsée, voilà. Et donc cette collaboration, elle est dans les deux sens. C'est que effectivement, ça me permet d'avoir une équipe et d'avoir une structure de labo autour de ma petite structure, mais également l'APSEM fait partie maintenant d'une antenne avec ces moyens que vous avez vus pour toutes les actions de recherche que j'ai avec mes collègues de Pau. Voilà, donc là rapidement, c'est le labo SIAM qui est divisé en les labos du PPA qui sont divisés en 4 labos. J'ai récupéré la présentation de mon collègue Laurent Pécastin. Donc le labo SIAM, voilà, du coup ça me permet de découvrir un peu aussi la structure auquel je suis rattaché. Voilà, donc c'est l'équipe ici dans le labo SIAM, il y a plusieurs équipes. Donc on est sur l'équipe génie électrique, qui s'appelait avant génie électrique, qui s'appelle maintenant procédé haute tension, et qui a des partenaires notamment, voilà, un partenaire très intéressant historiquement, le CEA, avec un labo commun avec le CEA et cette équipe. Voilà, donc voici les 4 équipes. Donc l'équipe auquel je suis rattaché, voici sa composition, hein. Donc quand même, moi j'étais un peu seul à l'IUT de Tarbes, entre guillemets. Donc on permet d'avoir des gens dans le génie électrique, hein, des gens de même domaine. Voilà, donc rapidement, aujourd'hui l'équipe les thématiques scientifiques sont sous ces 2 intitulés: génération et procédés de tension et modélisation, etc., caractérisation, question multiphysique. J'interviens moi avec le LabSEM et un peu, hein, vous retrouvez des choses là-dedans sur la CEM ou sur l'électromagnétisme, mais suivant les projets, hein, voilà, on va pouvoir peut-être aider des doctorants ou des projets qui sont dans les 2 équipes. Donc là, c'est un peu les moyens qu'ils ont sur Pau, surtout sur les puissances pulsées, hein, donc des plateformes assez intéressantes là. Ils sont vraiment spécialistes, hein, de fabrication ou de réalisation de ces générateurs, voilà, de ces générateurs pulsés ou micro-ondes. Voilà, on voit tout un tas d'exemples, hein. Je travaille avec des partenaires du domaine. Alors là, je parcours un peu vite, hein, je suis désolé si je ne sais pas si Laurent m'écoute, mais voilà, bon, après je pense que les gens iront voir si, voilà, donc ils travaillent sur l'électromagnétisme. Voilà, ce qui est commun avec nous, c'est il y a des
de l'ingénierie électromagnétique, sur le bioélectromagnétisme. Là, vous retrouvez donc les thèmes sur lesquels j'interviens avec mes collègues de Pau. Voilà, vous retrouvez le sujet que je vais vous présenter un peu ici, là, l'impact des composants carbure de silicium. Voilà, tous les projets ici, j'y participe. Et le contrôle commande. Voilà, donc moi je suis vraiment sur la partie CEM, c'est-à-dire un peu tous ces projets-là, essayer en amont et même après ou pendant de traiter les problèmes qu'on voit directement ou qui vont arriver. Donc voilà pour la présentation scientifique. Je pense que je peux attendre les questions si vous voulez. Avec le laboratoire de Pau, en fait, effectivement, bon, tu pouvais, Jean-Marc, décrire un peu plus, il n'y aurait pas eu de souci, 35 minutes pour décrire les activités de l'équipe de Pau avec qui tu collabores. Est-ce que tu peux préciser un petit peu quelles sont les thématiques que tu as voilà, en commun avec eux? Quels sont les échanges que tu as? Oui, alors c'est un peu sur, j'ai parcouru tous les thèmes, mais ils sont répertoriés ici, hein, voilà. Donc tout ce qui est, alors il faut savoir que eux, ils travaillaient par exemple, voilà, sur des objets et que aujourd'hui ils sont pas spécialistes des composants de puissance SiC, mais qu'ils sont en train d'y venir parce que ce sont des sources pour eux, des nouvelles sources à l'état solide. Pour faire leur projet scientifique là voilà, donc ils sont à travers finalement ce que j'ai montré ici, ce que je vais parler un peu, vous allez comprendre sur la présentation, elle est basée là-dessus, c'est que là dès 2018 la collaboration a été très bien, hein. Enfin je vais dire voilà, je suis un petit site délocalisé comme on dit, donc j'ai eu des problèmes de structuration, mais là c'est aussi ce qui marche, c'est la proximité géographique, hein, pour faire des échanges, mais aussi la proximité scientifique. Donc je dirais que ces deux critères ont permis de très vite démarrer sur une thèse qui était assez conséquente et finalement elle est là, voilà. C'est-à-dire, bon, on va vraiment travailler, maîtriser, essayer de maîtriser tout l'environnement des convertisseurs de puissance utilisant le carbure de silicium, voilà, qui est devenu commercial, voilà, accessible commercialement, et donc de maîtriser un peu toute l'architecture multiphysique et tous les effets directs et indirects autour de ça. Donc je dirais que c'est ce sujet-là qui a été un peu la pièce fondatrice de la collaboration avec Pau. Voilà. Aujourd'hui, le doctorant et d'ailleurs continue en tant qu'ingénieur de recherche, continue sur les mêmes projets. Et il est associé du coup même les projets de MOSFET SiC sur d'autres projets qui sont dans l'équipe ici, là. Alors je ne sais plus trop, voilà, il est vraiment associé, ils sont en train de développer tout ça, le labo, on est en train de s'emparer un peu de cette maîtrise. Voilà, eux pour faire des sources, moi pour veiller ou pour voir si le comportement électromagnétique et le comportement, enfin si ces composants et ces structures se comportent bien. Voilà. Et donc il y a aussi le projet qui suit tout en bas là, Arcom, voilà, qui est aussi en fait, ce sont des partenaires que j'avais aussi sur Tarbes, hein, enfin sur Tarbes, sur le l'APSEM. Il y avait Alstom historiquement qui est un très partenaire, je veux dire très fidèle, hein, indépendamment des contractualisations on a beaucoup eu de retours. Voilà, donc eux sont intéressés par également ces sujets, et donc aussi un autre partenaire toulousain, Novatem, qui est une start-up, hein, fabriquée par un ancien chercheur de l'ENSET, Bertrand Langaret, qui a fabriqué sa start-up, qui fabrique des bobinages très ultra performants, hein, pour je sais pas, pour la Formule 1 électrique, voilà, pour tous les moteurs. Et donc qui est notre partenaire aussi aujourd'hui, et sur tous les effets des bobinages, des convertisseurs, tous les effets de fiabilité, voilà. Donc là aussi, c'est devenu un acteur qui nous relance les projets scientifiques, et donc je dirais que le labo de Pau, voilà, ce sont ces projets, ces acteurs qui sont devenus maintenant impliqués dans toute la structure. Ok, merci Jean-Marc. Bon, je sais pas s'il y a une autre question entre-temps. Sinon, on va pouvoir passer sur la présentation thématique.
qui va permettre un enchaînement sur la thématique que tu viens de citer, là, en rapport avec le vieillissement, c'est ça? Ça, un peu les trois projets, s'ils sont encore à l'écran, voilà, ils sont un peu Oui, liés. Ils sont un peu liés. Voilà. ok. Voilà. C'est vrai Oui. que c'est bon, je Et peux. donc, oui, Jean-Marc, tu peux commencer. Ok, très bien, merci. Donc c'est vrai que quelque part, je vais essayer d'être synthétique, je l'ai essayé, j'ai pris un peu les transparents, mais que c'est quelque part trois sujets, ou disons un gros sujet qui est lié par ce titre, hein. C'est que les progrès des convertisseurs de puissance pour différentes applications, soit de motorisation, soit de conversion d'énergie pour les futurs, on va dire, avions électriques, véhicules électriques, tout ça, voilà, tout ça tire vraiment des performances et aujourd'hui, ça devient un gros enjeu, je dirais, de qualité lors de la réalisation parce que qui dit performance, effectivement, en demande dit aussi nouveaux problématiques. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu présenter ici. Hein, donc je pars très pédagogique, je pars de mon terrain de jeu à moi, on va dire. Moi, je travaille avec ce schéma classique, on va dire, de la l'ACEM, source, victime, mode de couplage. Bon, les sources, ça va être pour moi des sources aujourd'hui pas volontaires, hein, volontaires, donc tout ce qui commute, voilà, plutôt toute le spectre de fréquences dû au système de commutation. Les victimes, pour moi, tout le monde est victime. Il suffit de mettre le niveau d'agression en fréquence et surtout en watts volume. Mais les victimes, pour moi, dans ces structures, voilà, elles vont être tout l'électronique faible signal qui accompagne les structures de puissance. Voilà, donc c'est elles qui pilotent et donc vous embêtez un peu le pilote et le gros de la structure peut se trouver vite hors de ses missions. Et puis, l'ACEM, c'est un lien entre une source et une victime. Et aujourd'hui, l'intégration de ces systèmes et la multiplicité des niveaux d'énergie et des niveaux comment dire, de fréquence des signaux fait que les couplages, que ce soit câblé par la connectique, mais aussi par le rapprochement dans un système embarqué, les couplages sont en train de s'activer aussi entre ces éléments. Voilà. Donc, voilà, pour moi, je l'ai déjà dit rapidement, on va travailler sur des sources qui vont être des sources qui font des dV sur dt. On sait que toute l'énergie globale se passe à la commutation. Autant les gens de la puissance, ou les gens même des composants faibles signaux, vont essayer de réduire l'énergie thermique dissipée par cette transition, voilà, quel que soit le type de composant, numérique ou à fort niveau de commutation, et plusieurs solutions pour les gens je dirais, du signal numérique, du contrôle-commande des cellules MOS. Ils vont essayer tout simplement, non pas de réduire le temps de commutation, mais parce que c'est un peu enfin, ils vont pas le diminuer, j'allais dire, pour réduire cette énergie ici. Voilà, donc ils vont essayer surtout de diminuer, de travailler à plus faible niveau, d'avoir toujours une commutation rapide, mais donc de diminuer le niveau. Par contre, pour les composants en commutation de puissance, cette contrainte ne peut pas se faire, puisque le cahier des charges de la commande de puissance, c'est de mettre un niveau à la commutation, en tension ou en courant, le plus élevé possible. Voilà. Donc, le réchauffement, leur seul moyen de réduire les pertes thermiques, c'est d'accélérer la commutation, qu'elle soit la plus droite possible pour que l'énergie consommée soit plus qu'un Dirac. Voilà. Et voilà. Et donc, moi, j'ai dit continuer à faire ça, puisque plus vous allez faire un Dirac, plus vous allez élargir le spectre de fréquences, voilà, et tous les effets CEM qui vont arriver sur le système. Donc, ça reste du boulot pour nous. Voilà des exemples qu'on voit maintenant sur les convertisseurs modernes, des systèmes mécatroniques ou des systèmes mobiles. On voit bien qu'il y a des spectres en conduit ou en rayonné qui sont en train d'atteindre la centaine de mégahertz pour des structures comme ça et voir le gigahertz, voilà, pour des petits systèmes mobiles. Je ne parle que des sources en commutation, d'une activité électronique, pas de sources radiofréquences. Voilà, donc on est en train d'envahir tout le spectre rien qu'en commutant. Et du coup, les victimes qui vont être sensibles, qui sont à faible niveau, normalement, on essaie de diminuer leur niveau pour diminuer leur effet
comment dire, d'échauffement, hein, pour diminuer l'échauffement de nos systèmes, comme nos portables qui chauffent énormément à haute fréquence lorsqu'on les sollicite. Eh bien, ils vont être de plus en plus ouverts, finalement, en bande passante et en niveau d'agression. Donc, on a le scénario, voilà, donc la susceptibilité de ces composants. Là, je travaille aussi là-dessus. Voilà, on essaye d'étudier en harmonique ou en pulsé les modes de défaillance. Et bien sûr, vous voyez que ces courbes d'immunité en général, hein, ça dépend pour des composants simples, pour les commandes, eh bien, tout simplement, c'est de plus en plus facile. Hein, ça, c'est le niveau d'agression qui fait des défauts. C'est de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on monte en fréquence. Donc, voilà, donc ça devient de plus en plus sensible. Donc ce scénario est en plus, aujourd'hui, on le sait, c'est un scénario physique, de la physique, donc il est accéléré par des effets externes, des systèmes embarqués. On va mettre ces composants dans un environnement réel, ça peut être à l'intérieur voilà, d'un véhicule électrique, donc il va y avoir de l'échauffement, et là aussi la signature fréquentielle en émission en immunité, voilà. C'est un peu un sujet un peu phare, ou disons sur lequel je suis en fil rouge depuis des années. Hein. C'est vraiment l'effet des figures de CEM qui sont modifiées avec une température, soit interne, soit externe, qui vient envahir le système. Voilà. Alors, on a accéléré en plus tout ça. Les composants de puissance qui commutent, qui font donc du bruit électromagnétique de plus en plus fort, eh bien, on utilise maintenant des composants à grand gap. Pourquoi? C'est les gens de la puissance qui rêvent d'un interrupteur parfait, hein, donc les composants grand gap, ils font des super delta V et pendant un temps très court. Donc pour eux, c'est la promesse de réduire les pertes, voilà, et de pouvoir travailler avec la température. En plus, ces composants, dans certaines matières grand gap, ils peuvent tenir des plus hautes températures que le silicium. Voilà, donc on se dit, tiens, on peut vraiment réduire le refroidissement. Donc, vous avez compris, plus de delta V, plus de delta T plus petit, donc des gammes d'émissions en fréquence qui tendent à s'étendre en niveau et en spectre de fréquence. Voilà. Et puis, on sait que du mode conduit, quand ça démarre, on va passer au mode rayonné si on a des antennes parasites, hein, ou disons des routages ou des structures de connectique qui vont résonner, qui vont être contentes de trouver les bonnes longueurs d'onde. Et bien sûr, comme on veut tout ça intégrer, tous les progrès d'intégration dans l'électronique de puissance notamment, qui ressemblent de plus en plus à du planaire, hein, enfin du VLSI, voilà, avec des bumps, des dimensions extrêmement réduites pour des puissances énormes, et on est en train d'augmenter tout le réseau d'impédances à des fréquences différentes. Voilà. Donc il faut traiter tout ça, il faut remettre en œuvre tout notre travail CEM. Et donc moi, voilà le scénario. Hein, pour moi, aujourd'hui, il y a des sources qui sont toute l'évolution, la technologie des composants de puissance qui vont monter en énergie de travail et en fréquence équivalente de commutation. Donc eux, ils vont être des sources naturelles. Tous les composants numériques de commande de signal vont, eux, on va baisser leur énergie de travail pour qu'ils puissent fonctionner pour éviter des refroidisseurs ou des échauffements trop forts, et on va augmenter leur bande passante pour travailler. Voilà, donc on va les rendre de plus en plus victimes. C'est le scénario un peu idéal, et on va les rapprocher si on les met dans un système embarqué, voilà, où on va les mettre dans un environnement dans lequel on va avoir de nouveaux scénarios de CEM. Alors, ça, c'est un peu un discours que je fais pour être pédagogique, pour présenter. Je vais vous présenter toute cette approche, comment justement, par rapport à la question peut-être de Christophe, comment depuis 2018, avec l'équipe de Pau, on a pu un peu essayer de mettre tout ça en œuvre. Hein. Donc c'est quand même un gros enjeu. Le rapprochement a été qu'on est une équipe. Hein. Du coup, moi j'étais un peu isolé, ou disons sur des contrats ponctuels. Là, on a pu vraiment avoir des ressources à la fois techniques, des compléments de choses par rapport à tout ce sujet. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'électronique de puissance au départ. Voilà. Donc je vais aller un peu vite. Le premier projet fondateur, j'en ai expliqué tout à l'heure, ça a été une thèse tout de suite qui a démarré avec Pau, en collaboration avec l'APSEM. Cette thèse était assez fondatrice à plusieurs niveaux. L'étudiant, en plus, Jean-Marie Larbé, ici, avait été formé, hein, pour bien prouver qu'il y avait a été formé à l'UT, a fait son master à l'UT de Tarbes, a fait son master GUD de Pau. Donc, il s'est trouvé naturellement, on le connaissait, voilà, on savait. Et donc on a mis ce sujet sur lui, voilà, en 2017. Voilà, vous le voyez.
Et puis finalement, ben, comme on avait confiance en lui, le pauvre, on a tous un peu de chaque co-encadrant ou on s'est dit tiens, tiens, ça va être bien. On lui a mis un peu tous nos rêves là de recherche, voilà. Donc il a eu une grosse thèse, mais elle a été fondatrice, voilà. Et donc notamment, première chose, c'est que bah, on a voulu nous fabriquer notre démonstrateur, hein. Donc le cahier des charges, ça a été, on se fabrique un démonstrateur avec tout un tas de plein de choses pour permettre de le rendre versatile, pouvoir utiliser bon, des composants MOSFET SiC du commerce, voilà, mais avoir un convertisseur à base de carbure de silicium et puis pouvoir régler un peu tout le pilotage comme on veut, voilà, même s'il y a plusieurs commandes, sans avoir de contraintes particulières sur l'objectif du pilotage, c'est de pouvoir faire bouger les modulations, voilà, voir un peu les effets de l'activité. Et également intégrer de la métrologie la plus non invasive possible, donc des capteurs de champs magnétiques le temps qu'on pouvait, des sondes de courant, et puis travailler avec ici sur des charges qui seront des moteurs. Voilà. Donc le enfin, le projet est là, voilà, il permet d'aller obtenir un peu toutes ces performances. Ce qui a été donc aussi innovant là-dedans, qui a permis, c'est qu'on a réussi à insérer, avec l'expérience que j'avais au LabSEM, déjà de mesure champ proche, donc d'insérer directement sur le PCB des capteurs de type magnétique, hein, pour avoir une image voilà, du champ magnétique, voire du courant, mais c'est plus du champ magnétique à certains endroits pendant l'activité du composant. Voilà, un petit effort a été fait pour. Alors, mon apport haute fréquence fait que même sur des structures de puissance, j'essaye de tirer très haut les fréquences, hein, même si dans l'activité aujourd'hui des convertisseurs, bon, les gens ont des problèmes de mode commun ou d'interférence, on va dire jusqu'à 10 mégas, mais je pense que toute la compétence HF de conception doit être appliquée, voilà, aujourd'hui à des modules de puissance. Et donc voilà, on essaye vraiment, j'essaye moi à chaque fois de tendre vers de la modélisation ou des systèmes qui montent jusqu'au giga. Voilà, je le tire, hein, c'est pour tirer vers le haut. Voilà, on essaye. Donc aujourd'hui, on a quand même des sondes ou des choses qui permettent de répondre jusqu'à 700 mégas, hein, et qui sont placées, voilà, qui ont été placées à différents endroits qu'on semble le plus sensible. Voilà, donc on maîtrise toute cette technologie maintenant, ou du moins ça a été un prototype démonstrateur. Et également là, c'est vraiment le travail de Jean-Marie aussi. Il a fait un très gros travail sur tout le pilotage, la commande de ce convertisseur, avec deux enjeux. Bah, d'abord, pouvoir faire effectivement un peu des manips ou des paramétrisations du pilotage, un peu suivant les expérimentations ou les mesures qu'on voulait faire. Voilà, donc je peux vous dire, là, c'était un gros travail de sa thèse, là je le résume ici sur ce transparent. Il avait des contraintes à faire aussi du pilotage à haute fréquence, hein. Alors à haute fréquence pour ce genre de convertisseur, hein, 200 kHz, c'est de la haute fréquence ou un peu plus, voilà. Et puis également à haute fréquence parce que la carte allumeur et les drivers et tout ça, il a dû aussi effectivement les commutations dû les protéger. Voilà. Donc il y avait vraiment ce FPGA avec et puis toute la conversion et la transmission des données, la faire la plus vite possible avec des outils et notamment avec des FPGA, voilà, sur lesquels il s'emparait. Et ce FPGA a permis aussi, on s'est posé une question, de faire une autre chose. Nos sondes de mesure, bon, on les met sur des appareils, hein, les heures de spectre ou oscilloscope. L'idée, c'est d'avoir, peut-être, puisqu'ils sont intégrés, d'avoir une mesure embarquée. Voilà. Donc, il a également développé, avec des contraintes très fortes, des convertisseurs analogiques numériques très rapides, traitement en temps réel, le plus en temps réel possible. Il a créé, disons, un premier schéma de carte d'acquisition qui aujourd'hui en est à son proto 2, et c'est une autre thèse qui est en cours. Donc, il a diffusé un peu tout ce cahier des charges, hein, qui a permis d'avoir d'autres sujets aujourd'hui très en cours, que je vais rapidement expliquer en conclusion. Voilà. Alors, ce qui a été nouveau aussi, on a caractérisé le module de puissance avec des techniques HF. Donc, si vous voyez, il y a des connecteurs SMA qui ont été implantés, hein. On avait déjà fait ça sur une thèse avant, un peu avec justement le partenaire Novatem, là, que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a voulu vraiment avoir une maîtrise, une compréhension des plans d'impédance, à la fois par la simulation, hein, en parallèle, mais aussi par la mesure. Voilà.
Voilà, donc là, vous avez toute une technique. Là, c'est bien le composant de puissance, mais qui est testé avec différents appareils et qu'on essaye de coller au plus aux simulations 3D qui permettent qu'on a bien compris par où passent les courants, quelles sont les impédances, tout le réseau d'impédances de ce système, comment il fonctionne. Voilà, donc là, voilà un peu les résultats, hein, mesures, simulations, différents outils. Voilà, donc je dirais, bon, je ne vais pas passer, voilà, ça colle. Bon, comme la plupart des mesures qu'on fait, les erreurs se font en basse fréquence. Hein, c'est plus l'histoire des mesures hein, qui sont souvent à cause des basses fréquences aniseurs de réseau qui collent pas trop à la simu, mais bon, ça, c'est des histoires entre les deux. Mais globalement, dans la bande qu'on voulait, vous voyez, à chaque fois, que ce soit les sondes, les impédances des bus, etc. On a globalement déjà un bon comportement. Et vous voyez, les fréquences, on essaye vraiment d'aller jusqu'au giga pour valider ça le plus loin possible. Du coup, on fait la même chose aussi sur ce qui est une nouvelle victime, hein, on va dire maintenant de ces composants de puissance. On n'y avait pas pensé, mais des convertisseurs qui ont des hauts rendements, qui travaillent à haute fréquence, 200 kHz avec des transitions. Il y avait un système qui n'était pas prévu pour se prendre tout ça sur la figure, c'était les bobinages. Voilà. Donc aujourd'hui, les bobinages, on le sait, ils sont devenus, de ce système très performant en rendement de puissance, sont devenus un peu des choses qui durent plus très longtemps avec l'augmentation des décharges partielles. Voilà, donc c'est une victime, j'allais dire, collatérale de la montée en fréquence des convertisseurs de puissance. Voilà, donc là aussi, on a commencé à travailler sur la modélisation et la caractérisation des bobinages comme des éléments haute fréquence. Voilà, donc on fait des analyses sur les ports d'un bobinage, sur les phases, on trouve les paramètres, les impédances et on essaye de voir où est-ce qu'il y a des points chauds. Du coup, un peu tout ce système, un résultat qui a permis un peu de valider tout notre démonstrateur là, ça a été de faire fonctionner en mode dégradé ou en simulant des défauts le bobinage, voilà, parce que bon, on a essayé de les faire vieillir, mais il faut beaucoup de temps et il y a eu pendant la thèse, il y a eu la crise sanitaire, voilà, donc voilà, mais on a réussi quand même à montrer qu'on arrivait avec nos sondes et notre système de convertisseurs à surveiller les défauts qui apparaissaient. Donc on avait des signatures spectrales qui indiquaient bien qu'un défaut se répercutait, un des sons étant là, voilà, pouvait se répercuter et s'analyser. Donc je dirais ça, c'est un peu le résultat de cette thèse. Beaucoup de gens sont restés sur leur faim, comme je vous l'ai dit. Le travail de Jean-Marie a été volumineux, conséquent, et les gens, les rapporteurs de sa thèse, et tout le monde y a vu son intérêt, mais tout le monde a dit ça et ça, oui. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à Christophe, c'est tout ce travail, voilà, ça a été mis en place et ça a permis de continuer un peu sur ce même registre. Voilà, donc une deuxième application, un peu, je vais vous dire un peu les mêmes choses, mais avec des problématiques différentes. Ça a été avec un second partenaire, Alstom, ça a été un peu en parallèle du produit, donc un peu même problématique. Les modules industriels pour la traction ferroviaire, voilà, ils commençaient à avoir des problèmes, tout simplement déjà lorsque les systèmes se mettaient en défaut en court-circuit, les défauts à cause des convertisseurs SiC qui avaient des temps de réponse très rapides, et les défauts, ils arrivaient beaucoup plus rapidement, hein, ou ils s'emballaient plus rapidement donc ils détruisaient plus vite, ils n'avaient pas le temps de réagir, ils détruisaient plus vite les systèmes, hein, donc avec les fortes densités de courant, des constantes de temps de commutation et thermique d'ailleurs avec le SiC qui sont beaucoup plus courtes. Voilà, donc un peu une étude là-dessus pour essayer de prévoir tout ça par la simulation et par la caractérisation pour essayer d'anticiper le vieillissement, on va dire, ou la dégradation accélérée de ces modules de puissance. Donc là, ce qui était très intéressant dans ces travaux de thèse en CIFRE à Alstom, hein, là aussi, ça a été un ancien étudiant de l'IUT, passé par le master géodésie de Pau, et donc qui a travaillé avec Alstom Tarbes. Donc, vous voyez, c'est bien l'équipe, les équipes et disons la collaboration scientifique était déjà en place. Hein, elle était assez juste structurée. Et donc, ça a permis effectivement d'avancer des choses qui nous manquaient un peu. Par exemple, sur les modèles de SiC, la variation de température, hein, pour la prendre en compte dans la modélisation. Voilà, donc là aussi, apport très très important de Yannick Dumolard sur cette thèse. Et il a proposé
une modélisation des variations des paramètres du modèle de la puce MOSFET. Alors, il y en a 3 principalement qui varient avec la température, le RDS-on, la tension de seuil et la transconductance, le gain. Voilà, donc vous avez ici le gain qui varie en fonction de la température, ça c'est des mesures. Donc, il a proposé de les inclure dans le modèle avec un modèle de coheur, un modèle thermique, hein, dans le modèle électrique ici. Voilà. Donc ce modèle de coheur, c'est une analogie électrique, hein, avec des cellules RC thermiques, hein, pour montrer la propagation de la chaleur. Et pour trouver la variation de température de ces paramètres, il a utilisé ce qu'on appelle un algorithme génétique, hein, qu'ils utilisaient déjà Alstom pour calibrer des choses où il y a beaucoup d'informations, hein, voilà, pour trouver des courbes où il y a qui sont non linéaires, il y a beaucoup d'informations. Donc c'est un peu une méthode un peu, j'ai pas le temps de trop l'expliquer, même si c'est pas, j'ai bien suivi sa méthode, mais je veux dire, j'ai pas le temps de l'expliquer, mais elle est très intéressante, je pense. Voilà, pour trouver par exemple cette équation-là, il cherche à optimiser, trouver les paramètres qui ressemblent le plus. Donc à partir de mesures, il va les fitter, hein, comme on dit, mais finalement il va faire une itération génétique en éliminant les paramètres qui ne vont pas. Voilà, une sorte d'optimisation qui permet, vous voyez, d'avoir assez bien, assez bien quand même les valeurs des équations. Il a fait ça aussi là, oui, je l'ai pas là. Il a fait ça aussi sur les 2 autres paramètres, hein, voilà, RDS-on, qui n'ont pas la même allure. Donc ces 3 paramètres, on a pu les implémenter. Il a pu les implémenter carrément dans un solveur électrique, hein, mais il a couplé, voilà, le calcul du solveur électrique qui fabrique de la température, hein. Donc cette température est injectée dans aussi le solveur électrique type coheur ici, voilà, et il permet de donner les nouveaux formes de courant et de tension. Il renvoie là, voilà. Donc on a vraiment pour au moins des MOSFET SiC quelque chose qui marche assez bien. Application de cette modélisation. Cette puce-là étant capable de prédire un peu plus le comportement physique en temps réel, ou disons avec l'effet de la température, il a inclus dans un boîtier réel industriel module de convertisseur, module de puissance complet de Alstom. Voilà, donc il a ajouté d'autres choses qui viennent de la CEM, hein, c'est-à-dire tous les plans d'impédance avec des modélisations 3D, tous les plans d'impédance en fonction de la fréquence, en fonction des densités de courant. Voilà, donc ça, ce sont tous les éléments partiels, hein, comme on dit, calcul des éléments partiels qui permettent de bien simuler toutes les petites variations du signal réel lors de la commutation. Voilà, et donc avec les couplages, donc tout ce modèle, voilà, on a un gros modèle à la fois qui prend donc plusieurs modélisations, hein, de la modélisation 3D pour les impédances, la modélisation comportementale avec la température, voilà, et il y a le modèle physique derrière du semi-conducteur. Il modélise aussi, bien sûr, comme avec un aspect SEM, on va dire, ou disons, aspect physique réel des densités de courant qui passent toutes les connectiques, comme les alimentations. Et donc, on a pu faire 3 applications. D'abord, vérifier, par exemple, les défauts, les courants de court-circuit par la simulation et la mesure, hein. Donc, il y a eu un banc qui a simulé des courts-circuits à différentes températures. Voilà, et le modèle a très bien répondu, puisque vous voyez à différentes températures, hein. Alors attention, ce n'est pas les mêmes échelles, donc bien sûr les courants qui sont mis là ne sont pas au même niveau, hein, ou n'ont pas les mêmes pas de temps ici, mais déjà en mesure et simulation, ça colle assez bien, hein, et donc on peut disposer maintenant d'un outil là qui répond de façon assez réaliste à toutes les petites déviations qu'il va avoir, ou les comportements un peu fins de la physique. Voilà. Donc, par exemple, comment on a commencé à simuler les effets, effectivement, d'un vieillissement de cette structure par cyclage thermique. Alors, ce que constate souvent, ça c'est par expérience des gens d'Alstom sur ces composants, il va y avoir 2 choses, la délamination, c'est-à-dire la perte de soudure sur des plots, ou alors l'arrachage des fils de bonding. Voilà. Donc, pour voir si notre modèle répondait bien et pouvait anticiper ou prévoir ce qui allait visualiser ces effets-là de vieillissement, il a refait la modélisation simplement en incluant dans le modèle 3D, par exemple, un peu moins de soudure, hein, dans le modèle, voilà, ou alors en arrachant des fils, en refaisant un modèle 3D qui a modifié la densité de courant, toute la modélisation. Il a refait ça avec ces défauts qui ont été mis dans les puces, voilà. Donc vous voyez ici des fils qui ont été arrachés, hein, voilà, ici des fils de bonding par exemple.
Donc du coup, simulation 3D, on voit bien que la répartition de courant et des niveaux est différente, mais surtout en simulation électrique, ben, il peut de façon correcte voir très bien la bonne réponse, ça veut dire temporelle, du courant ici de court-circuit qui varie suivant le défaut qui est accentué ou pas. Voilà, suivant les fils de volume. Donc on commence à avoir un système qui nous permet de faire un peu de prévision ou de tester des scénarios et voir ce que ça fait et s'il y a vraiment un impact. Et la dernière chose, bah, ça a été un peu de vérifier ça par la mesure. Donc comment mesurer, détecter ces courants qui varient suivant le vieillissement, hein, donc d'avoir un peu comme l'exemple précédent, d'avoir des indicateurs ou des sondes qui sont là-dessus, qui sont sur ce système et qui vont nous avertir que la signature ou la réponse temporelle ou la signature fréquentielle est en train de changer, donc il se passe quelque chose dans le système. Voilà. Donc le problème, c'est que pour eux, c'était sérieux, c'est que les courts-circuits sur les modules, ils avaient, avec leur mesure de courant classique, elles n'étaient plus assez rapides pour détecter la montée du court-circuit de courant avant que le module explose. Voilà. Donc l'idée, ça a été de développer un capteur beaucoup plus performant, d'abord sur une bande de passante plus grande, voilà, donc, et puis qui mesure le champ magnétique, mais aussi plutôt, disons, entièrement le champ magnétique, donc l'image du courant, donc des tors de Rogowski, de l'intégrer dans le module, hein, de ne pas avoir des pinces ou des systèmes extérieurs sur les câbles, mais vraiment de l'intégrer sur le module. Donc du coup, il a été designé ce tore en PCB, hein, directement en cuivre, avec des vias, et vous avez un peu l'idée du design ici. Et puis d'optimiser son positionnement pour qu'il ait le moins de pertes d'insertion et qu'il donne le plus de résultats sur sa sensibilité. Voilà. Donc, les études ont utilisé la modélisation précédente, hein, donc déjà des réalisations un peu de dispersion du champ électrique et du champ magnétique surtout, pour savoir où placer un peu les sondes. Et puis, il y avait un problème d'orientation, vous voyez, d'orientation dans les trois directions, hein, d'éloignement par rapport au plan de masse, voilà, de rotation par rapport au sens de la boucle, et de shift ici, voilà, donc simplement X, Y, Z. Donc, il a pu faire toute une étude en testant différentes configurations de court-circuit. Qu'est-ce qu'il a optimisé en fait? Le couplage inductif, hein, la mutuelle inductance en 3D. Voilà, donc, il a trouvé le positionnement le plus optimum possible sur les différentes valeurs des couplages inductifs. Voilà, donc ici, c'est donné ici. Bon, je vous montre pas plus de figures, parce que même s'il y a des choses dans sa thèse pour ceux que ça intéresse, mais pour l'instant, ça reste, on va dire, il y a un gros travail derrière de fonction. Voilà, donc on est avec Alstom pour savoir si soit ils font un brevet, soit ça reste en open. Voilà, mais donc voilà, en tout cas, si vous voulez vous refaire ça, voilà, ça met du temps, mais voilà, la technique pour vraiment avoir des choses qui ont été implantées ici. Et puis finalement, pour avoir un système qui répond assez bien, voilà, 2 essais réels, hein, sur des composants, soit en mode commutation normale, voilà, donc je dirais que là, on arrive à avoir les formes d'onde de commutation à chaque fois, et les pics oscillant. Là, mais surtout, laisser en court-circuit, on fait un défaut, on arrive bien à détecter, c'est ce que vous voulez un peu aussi sur les critères au moins de Alstom par rapport à la thèse de chiffres, c'est de détecter avant l'emballement, hein, avant un certain niveau, de détecter vraiment la montée du courant. C'est ce qui est ici, voilà, le seuil, et ça permet avec cette sonde je dirais, au moins d'arrêter le système ou de le protéger à temps, puisqu'on a dépassé en 0,2 microsecondes le seuil qui n'était pas possible avec d'autres sondes. Voilà, j'ai presque fini. Je ne sais pas trop si j'ai un peu dépassé. Ma conclusion, en fait, elle est que ces travaux-là sont un peu parallèles. Ils ont été fondateurs, comme vous avez vu. Voilà, donc, alors pas tout seul, hein, toute une équipe, tous les noms qui sont cités dans cette présentation ont participé. Voilà, chacun un peu ce qui est bien, un peu ses spécialités. Donc, on va s'apporter des choses. Mais du coup, notamment ces 2 thèses que vous avez vues ont effectivement généré des nouveaux projets en cours avec des thèses ou des projets contractualisés. Je vous décris rapidement les 3 qui sont en cours, hein. Vous les avez vus dans les voilà. Donc, si vous vous rappelez, Jean-Marie Larbé avait initié une carte d'acquisition embarquée. Je vais essayer voilà, carte d'acquisition embarquée ici, qui soit haute fréquence, qui mesure des signaux des sons électromagnétiques.
Donc, du coup, ça intéressait par exemple des gens comme le CEA avec le labo commun. Donc, Roman Leduc a continué, j'allais dire, sur cette, voilà, c'est juste ce projet. Donc, dans un projet comment dire, de mesurer, de surveiller un système du CEA qui est système anti-débris, qui a besoin d'une carte d'acquisition rapide et qui donne rapidement les informations. Voilà, il y a un nouvelle comment dire, un nouvel prototype qui a été fait pendant ces années de thèse. Hein. Là, il est en fin de thèse, Roman Leduc. Et donc, aujourd'hui, il est en train de finaliser ça parce que cet environnement de carte d'acquisition avec des convertisseurs très, très rapides, est soumis, bien sûr. Il va être dans un environnement type CEA ou autre, avec un environnement avec des interférences électromagnétiques assez pulsées, assez intenses. Donc, il faut le protéger. Alors, pour le CEA, j'allais dire, il n'y a pas photo, on va mettre un blindage, mais nous, on est en train on sort un peu de, c'est une thèse ministérielle qu'il a, donc c'est pas une thèse CEA, donc si vous voulez, voilà, on est en train de voir pour adapter ces systèmes pour pouvoir l'embarquer un peu partout et faire la transmission à distance, donc du coup, de faire du blindage multicouche pour pouvoir alléger le blindage, alléger le système et voilà, donc il est en train d'étudier tout ça avec un des bancs du labo et avec des simulations 3D sur CST pour trouver le bon agencement de multicouches pour avoir les mêmes performances qu'un blindage un peu épais. Le deuxième sujet, c'est un peu la suite de la thèse de Jean-Marie Larbé sur le vieillissement des bovinages. Hein, voilà, c'est donc un thésard qui est en CIFRE chez Novatem à Toulouse, voilà, mais qui travaille avec toute l'équipe aujourd'hui. Surtout, Novatem a fabriqué de nouveaux bobinages qui sont, alors là je peux rien vous montrer, hein, c'est vraiment un brevet, je peux vous dire que c'est des bobinages qui sont plus faits en fil circulaire, hein, ils sont faits carrément intégrés, voilà, intégrés dans du cuivre. Voilà, donc c'est assez nouveau et ils veulent maîtriser bien sûr tous les effets inattendus et maîtriser surtout la fiabilité de ce système. Donc la thèse est là pour avoir toute cette signature et tout mettre en place par faire, j'allais dire, entre guillemets, ou les outils déjà développés avant, et notamment actuellement en train de mesurer la résine à travers, vous voyez, des systèmes comme des microstrips résonateurs pour trouver un peu les défauts électriques, voire remonter aux défauts physiques de la matière. Le troisième projet, c'est de continuer sur la température. C'est un projet avec le CEA là, qui peut-être va aboutir, je pense, enfin, le but est d'aboutir à une thèse. Pour l'instant, il y a des stagiaires là-dessus au LabSEM. Donc là, c'est de récupérer tout le travaux qui avait été fait sur la caractérisation du système en fonction de la température et donc de remettre un peu des campagnes, un peu vraiment de bien comprendre le phénomène, donc d'avoir des cibles qui sont les PWM de commande de tous les convertisseurs de puissance, voilà, et de voir tous les cas de figure avec les températures, et surtout ce qui n'avait pas été fait, il y a eu des mesures qui montraient les effets de ces cartes de commande avec les défauts qui arrivaient, avec des températures pas très élevées, hein, qui faisaient qu'ils étaient d'un coup devenus victimes beaucoup plus faibles, alors qu'à 20 degrés, ils étaient assez résistantes. Voilà, il faut surtout entamer une démarche de modélisation, de simulation dans ce projet. Et donc là, on va récupérer, vous voyez, aussi ce qu'a fait Alstom et Yannick Dumollard sur toute la modélisation de la température avec ces algorithmes. Donc voilà, le nouveau projet en cours. Voilà, j'ai un peu dépassé, je sais, j'étais en retard, mais j'ai fini. Merci beaucoup, Jean-Marc. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, sinon, moi j'en ai une. Là, vous faites des capteurs donc de champs magnétiques, donc c'est des spires qui sont sur le PCB. Est-ce que après, enfin, est-ce que c'est que pour faire des capteurs de champs magnétiques ou des capteurs de courant aussi après? C'est quel parle de quel exemple? Il y a un peu de tout, hein. Parce que la spire que la spire que vous placez, celle d'avant, elle peut être peut-être plus facilement intégrée. Et à ce moment-là, tu disais que c'était que pour du capteur de champ. Oui. Mais est-ce que ça peut pas permettre, enfin, est-ce que vous envisagez d'en faire des capteurs parce que les sondes de Rogowski, elles étaient en phase enfin, elles étaient en phase supérieure, mais l'autre, ça permettrait de faire des capteurs au sein d'un PCB multicouche.
Oui. Bah, l'idée, alors moi personnellement, que j'ai travaillé, enfin l'idée des sondes comme ça intégrées vient d'une thèse démarrée avec Alstom il y a très longtemps, hein, sur des modules de puissance ultra intégrés. Donc la seule solution, c'était d'utiliser du cuivre qui restait pour dessiner. Donc, mais tout de suite, les gens de la puissance, ils veulent faire des capteurs de courant. Alors moi, j'allais dire oui, mais alors du coup, le courant, il faut vraiment, parce que le problème, c'est la position du capteur. Ce qui est intéressant, c'est son côté planaire, mais du coup, on n'a qu'une composante de champ, hein, principalement HZ, enfin, je veux dire, une composante, voilà. Donc il faudrait peut-être, je sais pas, il faudrait mettre des capteurs. Alors effectivement, si on en met dans les multicouches, ça aussi. C'est envisageable. Il faut pas. Alors le problème, c'est que après, dans les multicouches, on va faire des fentes. Enfin, je veux dire, des fois, c'est des plans. Dans les multicouches, il va y avoir des plans. Donc des plans, c'est vrai que ça va peut-être un peu être plus invasif que ce qu'on croyait, puisque si on casse un peu l'impédance du plan, si on fait des fentes ou des trous, voilà. Mais c'est effectivement des idées. Je dirais que moi, je continue. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on sait bien faire. On sait bien calibrer. Moi, mon but, c'est de faire des sondes qui mesurent de la haute fréquence. Voilà, surtout, de ne pas perdre le côté haute fréquence, de rester le plus large possible pour capter même s'ils ne sont pas importants pour les normes CEM dans les conversations de puissance, mais voilà. Donc effectivement, il y a toute une techno. Et puis, si on regarde la littérature, hein, de plus en plus de gens s'y mettent. Ils font même je crois que si ça t'intéresse ou si c'est une idée, enfin, il y a des gens qui, au lieu de faire des spires, font des butterfly. Voilà. Donc, c'est une sorte c'est-à-dire, ils font un croisement, ils passent par un via quand même, voilà, même si. Donc, c'est pas uniquement planaire, mais en faisant un seul croisement, plutôt que de faire tous les croisements avec Rogowski, là, qu'on a vu, bah, ils arrivent quand même à avoir une bonne image du courant, quoi, puisqu'en faisant un croisement, je sais plus, voilà, ils arrivent à capter. Mesure plusieurs composantes à chaque fois, à Voilà, la fois du coup. voilà, ils n'ont pas juste une seule composante, donc ils ne sont pas obligés de faire une reconstitution. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a des gens qui commencent voilà, à travailler. Ben, c'est vrai que le multicouche, les gens commencent à intégrer ces sondes, mais en 3D, en les faisant aussi passer, essayant de faire passer des passages au courant. D'accord. Oui, il y a deux questions dans de main levée, Pierre-Étienne. Oui, bah si Mohamed, Touré et commencer par Mohamed et puis. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc, merci pour la présentation. J'avais une question sur l'utilisation de l'algorithme génétique. Quelle est la raison qui sous-tend en fait l'utilisation de ce type d'algorithme? Est-ce qu'il y a eu un choix préliminaire qui a conduit à cet algorithme? Comment vous avez procédé? Alors en fait, c'était une technique qui avait déjà été utilisée. On avait utilisé justement dans un aspect de CEM, là, dans les travaux que je citais dans les années 2005 avec Pearl jusqu'à 2010 avec le laboratoire commun de Alstom. J'allais dire que moi, d'un point de vue CEM, j'ai apporté un peu, j'essaye de montrer ça, j'ai apporté, comment dire, le fait que des éléments, les connectiques pouvaient être modélisés par des éléments partiels, RLCG, voilà, et que avec des outils 3D. Voilà, donc c'est une technique un peu haute fréquence, mais des éléments parasites distribués, mais qui a permis de bien faire des simulations. Voilà. Et du coup, ça a intéressé Alstom à l'époque pour calibrer les inductances des bus bars, hein, notamment les inductances des bus bars. Voilà, c'est pour ça que moi j'essaie de retrouver des choses qui illustrent ça. Qui arrive. Qui sont les bus bars. Voilà, donc là, voilà. Donc là, par exemple, quand ils font le module, et voilà, les bus bars ici sont modélisés sous forme de RLC. Voilà. Et du coup, ce qui les intéresse ou ce qui fait beaucoup de dégâts de dégâts qui embêtent beaucoup les connectiques de surpuissance, c'est l'inductance, bien sûr, des bus bars. Hein. Ils traquent l'inductance qui va. Voilà. Donc, à un moment donné, aussi un ancien doctorant qui est maintenant à Alstom, du coup, en ayant cette technique-là, il a dit il faut que je trouve la meilleure config en optimisant les paramètres distribués là. Voilà. Donc il avait toute cette technique, mais il a dit je vais les optimiser pour diminuer l'inductance. Et la seule façon, il l'a trouvé là, c'est lui qui l'a mis en place à Alstom. Hein,
il a trouvé l'algorithme génétique où, en gros, si je le résume, hein, il y a plein de données, donc c'est une sorte d'optimisation. Et puis, bah, il y en a qui s'éliminent toutes seules et tout doucement, les courbes elles s'affinent toutes seules parce qu'on élimine, voilà, on élimine beaucoup de données. Hein. Donc, ça vient des mesures, hein, cet algorithme. On fait des mesures où on fait des résultats de simulation, on donne des valeurs, voilà. Et puis tout doucement, il y en a qui s'éliminent, on les réduit. Et tout doucement, bah, les courbes fit et on a les valeurs des paramètres qui semblent le plus réalistes possible, qui ne sont pas uniquement des valeurs. Voilà. Donc, ils ont réutilisé, bah, c'était le directeur industriel de la thèse de Yannick, c'était voilà, celui qui avait utilisé Alstom, mon ancien doctorant, là, Emmanuel Battista. Voilà, donc voilà, naturellement, ils ont réutilisé ça pour fitter, pour ajuster assez rapidement et avec une. Surtout, voilà, on sait que dans l'ajustement des paramètres de modèles non linéaires, ça peut être très mathématique. Hein, on connaît qu'il y a des optimums qui sont absolument irréalistes, donc il fallait que ça soit le plus réaliste possible. Donc c'est une technique qu'ils sont en train de mettre en place. Donc je dirais que c'est pas, ça vient pas de moi, hein, mais que c'est quelque part une technique propre à Alstom qui. Voilà. D'accord, enfin, donc c'est basé sur votre expérience passée, enfin, avec Oui, des oui. thèses antérieures. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Ok, Il y a tellement de d'accord. paramètres, quand on fait de la SEM et de la multiphysique, et ben, qu'à un moment donné, ben, voilà, c'était une technique qui a permis d'optimiser un peu tous ces paramètres. D'accord. Ok, merci beaucoup Jean-Marc. En complément de la question qui vient d'être posée sur la modélisation 3D, est-ce que tu peux nous préciser quel outil tu utilises pour faire la modélisation électromagnétique, voire à introduire les aspects multiphysiques? Oui, alors en fait, il y a deux gammes d'outils, on va dire, dans toute l'équipe. Moi, initialement, j'avais démarré avec des outils qui s'appelaient Ansoft, qui s'appellent plus Ansoft parce qu'ils ont été rachetés par Ansys. Donc, c'était Maxwell. Maxwell, c'est de la modélisation électrostatique ou quasi-statique. Après, il y avait le module HFSS qui lui permet de prendre en compte la propagation pleine onde, voilà. Et il y avait un module Quick 3D qui était issu de ces solvers, mais qui permettait rapidement de passer à des éléments distribués type PEC, c'est-à-dire éléments répartis. Donc tout ça, c'est des outils. Et en fait, dans les relations avec Alstom, Alstom a acheté ces outils. Enfin, je veux dire, s'est emparé de ces outils et les gens travaillent avec ces outils d'Ansys. Donc du coup, Ansys, je crois qu'il y a du multiphysique. Donc voilà, donc eux, ils gèrent tout ça. Et pour dire, alors, sans rentrer dans les multiphysiques thermiques et tout ça, parce que c'est Alstom plus qui l'a fait ici, je dirais que quand vous avez le couplage, voilà, quand on voit le couplage ici des deux modèles, celui qui est électrique et celui qui est équivalent thermique de Coher, c'est fait également quand on dit du multiphysique, il y a le simulateur, donc vous voyez bien que c'est des SPICE, mais il y a des SPICE propres à ces outils qui sont dans la suite Ansys ou dans la suite Ansoft, je ne sais plus comment, Ansoft n'existe plus, c'est Simplorer. Donc Simplorer permet effectivement à partir des modélisations 3D d'aller rapidement implémenter ces schémas, et donc il y a une sorte de différents modules, hein, voilà, qu'il faut utiliser et remplir. Après nous, moi j'ai changé de maison, de crèmerie, mais à Pau aussi, parce que c'est aussi à Pau. On est aujourd'hui sur un peu les mêmes suites d'outils qui sont le CST suite. Voilà. Donc, disons qu'on utilise surtout CST Microwave Studio hein, pour d'autres sujets. Voilà. Là, pour les sujets d'Alstom, ça a été fait vraiment avec les outils d'Ansys. Et pour les autres sujets, les autres simulations et les autres projets, on utilise aujourd'hui CST qui a deux intérêts pour nous, ou pour moi, je l'ai vu très vite, c'est que il y a un co-simulateur, alors peut-être qu'Ansys l'a fait hein, maintenant, mais il y a un co-simulateur électrique, c'est-à-dire que vous faites votre schéma 3D, vous faites vos champs, mais tout de suite vous avez le schéma, vous n'avez pas besoin d'importer ou d'exporter dans un autre SPICE, donc il y a voilà, et vous pouvez modifier votre schéma 3D et du coup votre schéma électrique se met à jour automatiquement, donc c'est un peu plus facile à faire des allers-retours et à faire des tests, j'allais dire, ou des simus, un peu tester des simus paramétriques et avoir le schéma électrique. Et sur ce schéma électrique, on peut mettre des antennes, on peut mettre des sources d'agression qu'on connaît. Voilà. Donc on peut vraiment faire un lien, voilà, je ne sais pas si c'est multiphysique, mais on fait vraiment un lien entre la modélisation électrique et la modélisation 3D. Voilà, et c'est assez rapide. Par les temps de simulation, c'est qu'on ne transporte pas des fichiers, on ne fait pas, voilà. Donc ça aide bien.
Oui, Jean-Marc, la transposition circuit se fait par la méthode PEC ou c'est pas indiqué, c'est une boîte noire dans CST, pardon. Bonne question. Non, alors oui, il y a la méthode PEC, on peut l'activer. Globalement, en fait, c'est boîte noire, hein, voilà. Donc ça va être la modélisation, la simulation 3D qui va te fabriquer des paramètres S ou des paramètres impédance et qui va te faire une boîte noire avec des ports. Voilà. Ah ok, c'est avec des ports. Ouais. Après, j'ai vu effectivement qu'il y avait la méthode PIC, la PEC, qui pouvait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que tu peux discrétiser un peu plus tes champs, voilà, parce que quand tu as nous surtout, c'est vrai que certaines applications, on n'a pas besoin d'avoir du distribué pur, hein, voilà, on peut couper si on est on veut un peu alléger le schéma de simulation électrique, on peut alléger en un nombre de cellules, hein, voilà, suivant la longueur d'onde, etc. Donc, je sais qu'il y a la méthode PEC. Voilà. Après, CST, c'est un peu, nous, on est en train de s'en emparer au labo. Ils l'utilisent pour faire des études électrostatiques sur leurs sources. Voilà, donc nous aussi, on devient plutôt labo, là. CST est devenu notre outil, vraiment. Enfin, il y a beaucoup de plus en plus de doctorants qui l'utilisent et voilà. Ok, merci. Fabrice, tu avais une question tout à l'heure. Oui, bonjour. Je m'excuse, j'ai dû sortir parce qu'on a eu une alarme au labo. Donc, j'ai enlevé, mais on vient de rentrer. Donc, c'est bon. Bon, tu veux que je recommence alors? Tu veux que je recommence? Non, pas là-dessus. C'était une question sur les sondes de Rogowski, pour revenir sur ces sondes de champ proche. De précision, quelles sont les performances de ce type de bobinage par rapport à des bobinages classiques, notamment en termes de fréquence et de sensibilité? Alors. Je ne les connais pas bien, moi. Hein. Oui. En termes de fréquence, je ne vais pas dire une bêtise parce que là, on a plus une réponse temporelle. Quelque part, dans la modélisation, si tu veux, le premier design qui a été fait, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand même, à part les VIA, si tu vois, là, la connectique, c'est uniquement des pistes de cuivre 35 microns. Voilà. Donc, déjà, tu vas gagner une bande passante ou une rapidité, un temps de réponse temporelle, hein, par rapport à des bobinages classiques ou à des choses plus épais. Tu vas donc aussi avoir moins de pertes en haute fréquence, normalement, d'accord? Voilà. Donc, tu peux aller jusqu'à, alors nous, les autres sondes qu'on a fait sur PCB, c'était des sondes uniques, elles allaient jusqu'à 700 mégas, voire 800 MHz. Voilà, donc là, je dirais que pour moi, jusqu'à 100 mégas, hein, si je n'ai pas une idée, jusqu'à 100 mégas, elles devraient correctement se comporter. Et donc, du coup, pour la sensibilité, là, ça a quand même été un gros travail, puisqu'il a fallu la sensibilité, ben, ça va être, voilà, il a fallu la positionner, la placer sur le module, trouver à l'endroit où la placer. Donc ça a été fait par rapport au facteur de couplage de la mutuelle inductance. Voilà, donc il a fait une étude paramétrique, on a fait une étude paramétrique et on a optimisé la mutuelle, voilà, le coefficient de couplage, pardon, il est là. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit suivant. Alors c'était un peu, comment dire, je pense fastidieux, hein, il y a plein de simulations, mais en gros, voilà, on a essayé de voir toutes les orientations. Il a résumé ça ici, hein, voilà, dans quel sens ça varie, quel degré de rotation pour le placer. Voilà, donc toute une étude électromagnétique qui est de simuler, de calculer. Donc attention, c'est bien le courant, c'est avec le modèle aussi, le modèle qui est présenté avant, qui permet de voir où est-ce que le courant ou le champ magnétique est le plus, est le plus fort, ou disons, s'oriente le plus pour rentrer au maximum pour rentrer en phase, j'allais dire, dans la sonde. Donc c'est une étude d'orientation en optimisant les coefficients de couplage de la sonde avec le module. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour et tous les détails de la présentation aussi qui étaient très intéressantes, Jean-Marc. Merci. Bah, je ne sais pas s'il y a d'autres
s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a un peu débordé. Encore merci à Jean-Marc pour cette présentation qui était très intéressante. C'est vrai que l'instrumentation dans l'intégration de puissance, c'est toujours des problématiques qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas forcément les moyens de faire. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Ok, ben c'est vous. Moi, je vous remercie hein, parce que c'est très bien cette animation, voilà, donc de se faire connaître. Là, on a fait le tour de France. La dernière fois les dernières fois on était dans le nord, maintenant on est dans le sud. Voilà, donc à la prochaine pour. La semaine prochaine, ce sera Clermont-Ferrand, Ah ben voilà. Institut Pascal. Voilà, mais merci beaucoup pour cette initiative en tout cas. Merci à vous. Eh ben, merci à vous tous. Je vais clore la réunion. On vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Et donc, comme le disait Christophe, on se retrouvera la semaine prochaine pour les activités donc, de l'Institut Pascal. Alors, j'ai pas le titre exact, si tu l'as, Christophe. Si je peux l'indiquer, donc c'est Pierre Bonnet et Sébastien Girard qui vont présenter. Et donc la thématique portera sur le contrôle actif des champs électromagnétiques temporels pour des applications en CEM. Voilà, donc on reste sur de la caractérisation, quelque part, même si on va monter en fréquence. Donc je vous remercie à tous pour votre participation. Merci Jean-Marc. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.